D'où ça vient les pratiques BDSM? Pourquoi les activités kink peuvent générer de l'incompréhension? Les fétiches ont-ils leur place à la fierté? Aujourd'hui, repoussons nos a priori et explorons un peu la théorie derrière le BDSM. Le BDSM englobe plusieurs pratiques comme le bondage, où le plaisir est dans la restriction des mouvements, les jeux de discipline et de dressage, mettant en scène des punitions ou encore des récompenses, des rôles de domination et de soumission, où l'on explore les relations de pouvoir, jouer avec la frontière entre plaisir et douleur lors de pratiques sadiques et masochistes. Le tout guidé par des notions de sécurité en respectant le consentement mutuel et les limites de chacun. Pour la Fierté 2021, on a eu envie de rencontrer les gens de nos communautés montréalaises pour parler de kink, de BDSM et de fétichisme. On a rencontré des gens super généreux, touchants et rafraîchissants qui nous ont montré que les différentes pratiques, c'est bien plus que les préjugés qu'on peut avoir. Vous allez découvrir que le kink a bel et bien sa place parmi nous. L'histoire du BDSM, c'est dur à cibler précisément. Il y a des traces dans des civilisations plutôt lointaines. Donc, c'est dur de dire avec précision ça vient d'où. Ça fait partie un peu de l'histoire humaine, les pratiques plus kinky. Ça vient d'où spécifiquement? Je pense que ça vient du fait que les humains aimaient expérimenter avec leurs sens, puis ça c'est venu de ça un peu partout dans le monde en même temps, ou à tout le moins un peu partout sur la planète puis à travers les cultures. The histories of gay men and the histories of lesbians are written out in different ways, in different forms, and there's so much in between there that I just have heartbreak that has in some ways been lost, and I feel like those threads are still kind of coming out and getting more light, thankfully. One thing that I find so important about leather history is recognizing the common struggle in having so-called deviant sexualities, you know, like the respectability politics of the 50s when you had gay men and lesbians marching, putting on suits and ties, you know, we're one of you, we're good upstanding citizens, you know. I mean, thankfully we figured out for ourselves that was not good, and yet we still keep kind of backstepping into that. À l'époque, le milieu fétiche cuir était très omniprésent, beaucoup plus qu'il l'est aujourd'hui. Je trouve que les personnes se tenaient beaucoup plus ensemble dans les clubs de cuir. Et il y en avait beaucoup. Donc, il y avait quand même des petites divergences d'opinion dans la communauté. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de clubs de cuir. Les gens se mettaient ensemble. Les clubs de cuir ont créé le concours Monsieur Cuir International. Et au-delà d'un concours, mettons, de beauté, Monsieur Cuir International a comme particularité qu'il ramasse aussi des fonds pour une cause. Donc, pendant les années 80, justement, avec la montée du VIH-Sida, les clubs de cuir ont donc ramassé énormément d'argent pour les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui mouraient. Et il y avait des choses intéressantes également. Par exemple, à cette époque-là, quand les gens mouraient, il n'y avait pas de reconnaissance des conjoints. Souvent, donc, après ça, la famille arrivait, reprenait tous les objets, voyait des objets sexuels, des sextoys, etc., les vêtements de cuir. La famille était plus souvent prêt à tout jeter à la porte. Même des fois, le chum qui n'était pas sur le bail nécessairement pouvait se retrouver à la rue du jour au lendemain. Les clubs de cuir avaient donc cette solidarité-là, allaient aussi récupérer les objets de cuir pour aller faire des braderies également qui permettaient de revendre le cuir pour après ça redonner, en fait, encore une fois, au groupe VIH. À l'époque, porter du cuir et s'habiller avec un look perçu comme plus masculin, viril, inspiré de la moto, inspiré du style militaire, c'était une façon d'affirmer une masculinité qui était niée aux personnes homosexuelles à l'époque et de dire on s'habille comme ça pour montrer non, on ne se laissera pas faire,
on va vivre avec notre liberté, nos droits, nos amours. Les vêtements, les codes sont aussi des façons de se retrouver une communauté. Il y a quelque chose de visible qui est important à une époque où justement, en plus, les gens ne savaient pas comment se retrouver. There was this idea of an old guard leather, where the aesthetic was necessarily Tom of Finland, where everything was very hierarchical, there was a set way of doing things, and if you weren't comfortable with that, well, that was your problem. There was a backlash to that, so something called New Tribe, where people were, this is not about hierarchy, this is not about tradition, this is about us exploring ourselves, learning these skills, and making each other feel good, as it were. So in Toronto, it went from New Tribe to pet play in a lot of ways, simply because it was no rules, we do what feels good, and we discovered the safety protocols as we went. J'ai touché à le cuir, le rubber. J'ai touché aussi à du pet play avec Woof MTL qui a commencé à son début il y a... Oh, je me souviens pas, mais c'était dans une affaire de boxe. Puis c'était la première fois, c'est Dane Pop Montréal de cette année-là qui a commencé à faire ça parce qu'il y avait ce contact-là. Puis il dit, on se rencontre tous là. Puis je te dirais, c'est de là que ça a commencé un peu à Montréal, là, de plus en plus, là, les rencontres. À Toronto, parce que c'est Toronto et c'est une autre expérience complètement. So there it happened at the bar, not dungeons. So the bar would give us a space for puppy moshes once a week. And it started off, I think there were 6 or 7 of us, and it was really mixed. It's a diverse group. There were trans men, there were women. I think there was one trans woman as well. Being Toronto, it was also very ethnically mixed. And so we just took all of that for granted. There was no real question of inclusion or otherwise. Je pense que les communautés kinky, puis je dis les communautés parce que c'est pas vrai qu'il y a une communauté kinky à Montréal. Les communautés kinky gagnent à échanger et à se mélanger, mais pour ça, il y a du travail à faire. Creating bonds amongst different communities in the dungeon. It's like sewing a quilt by hand. That's a lot of love, that's a lot of labor, it's a lot of stuck fingers, you know? And I'm flushing because it's such good work, it's such amazing stuff when you start to see those little pieces gel. Faut que les communautés majoritaires fassent l'effort de dire oui, on va s'éduquer, oui, on va comprendre là où est-ce qu'on merde, parce que ça arrive. Avoir l'humilité d'admettre qu'on n'est pas parfait, puis que oui, on a tous des biais inconscients, tout le monde. It's really important for me to show up as somebody who is not sitting on a binary scale, and that for me is a political action. I get to put my body out there every day as something different to hopefully spark conversations and hopefully get people to ask me questions and encourage people to engage with me about that. I've got a lot of capacity. That takes work to build that capacity, and I have privilege to have the space to be able to do that. And I think if what we can do is, instead of maybe pulling so hard at the pieces we don't quite have, we can use the privileges we do have to support the changes we want to see, right? Be the change, like that is something that we can do. Des groupes ethniques qui sont sous-représentés peuvent se sentir potentiellement moins à l'aise d'aller dans des donjons, par exemple, aller dans les activités BDSM, ayant peur, moi le premier, au début, ayant peur de me faire juger parce que je suis pas une personne qui fait partie du groupe, tu sais. It's a very white space, right? So already that's intimidating for people of color to go to somewhere like
where there's none of us around. That's one. Two, from my understanding of Black culture, from my experience as a Black person, we are very religious. There's a lot of that on us, right? So to even be gay is one thing, but to be gay and a puppy, gay and a sir, comes with another like some more baggage. So that's tend to be a hard barrier for them to come to break. Étant une personne de la communauté asiatique, il y a toujours certaines personnes qui vont penser ah mais tu sais parce que cette personne-là est asiatique, par conséquent c'est une personne bottom ou c'est une personne qui est soumise. Oui, il y a des personnes asiatiques qui sont soumises, mais on peut pas généraliser ça. I have been approached, people like fetishizing me or fetishizing my puppies. You know, questions like, are they into Black guys only, or am I into white guys only? You know what I mean? Which is really interesting. I'm very kink positive I'm very kink forward on my profile, so I do get a lot of boys fetishizing me or what they see on porn and they want me to do to them. So that has been a little jarring. My head turns first towards Black women who are teaching us, Black women, Indigenous women, and their families who are teaching us so much about liberatory movement on a massive scale. And that's what it has to come down to. It has to start with the individual. I have shame, you have shame. How do we dismantle that? And doing that individual work and then being a part of the collective shift to get out of the puritanical past that has colonized these lands, you know. I've always been the solo guy or the one of two, right? But being a Black handler, having 3 white puppies, it has been nothing but positive. I've had in the community, I should say that, right? It has been very welcoming. It has been eye-opening. I've been able to explore my sexuality and my kink side, you know, in Montreal. C'est dur de pouvoir marketer que, hey, il y a du monde de tout genre, de tout groupe ethnique qui participe à ces événements-là. Et, hey, c'est correct, vous êtes tous invités. La parade, entre autres, c'est une belle opportunité pour ça. The best thing I can do to bring people to the community is to be visible. That's my goal. That's why the pride is being visible is very important. And I get approached and I can pass on information. That's my gift to the whole thing. But I would imagine organizations are working to figure that thing out because we exist. We are there. So for me, you want true diversity. You know, give me a float down the street here that has, you know, bears and hairy guys and no six-packs and short and tall and everyone and more women and trans folks. That's what I want to see, a celebration of the true diversity. Les démonstrations autour de fierté, un peu partout dans le monde, quand on se réfère à fierté, c'est surtout Stonewall, ça a commencé avec des manifestations. Ça a commencé avec des femmes transracisées, des travailleurs du sexe, puis des personnes de la communauté kink qui réclamaient des droits, qui réclamaient d'être traités comme des humains, en fait. In the 80s, when Pride was still a riot and still a rights march, kink was first and foremost. They were the first line of protection. Leather was the first line of protection. You've got the motorcycle clubs who started leather. You've got the returning GIs from World War II and the First World War and Vietnam who were coming in and needed a place that they felt comfortable. Leather became it. And what did they say in 1969 when the Stonewall riots came out? This is a kink. This is for the bedroom. Keep it behind closed doors. And suddenly people from our community were saying the same. And I was just thrown. I was just shocked that here we were marching in a parade that fights for our right to exist, for our right to be who we are, for our rights period, to be acknowledged as humans, the same like straight people. And it's not a given. We fight
every day. Je pense que c'est important de se souvenir aussi que même dans les premières Gay Pride, il y avait beaucoup de gens kinky. On a tendance à l'oublier dans les représentations aujourd'hui, mais ça a toujours été une grande part de la communauté LGBT et ça a toujours été aussi un moyen de vraiment créer une communauté différemment, qui ne soit pas notamment basée sur des schémas hétéronormatifs et en train d'essayer de reproduire des modèles de société. C'est comme vraiment des beaux moyens de créer des communautés et des relations entre des gens et d'honorer ces relations à travers l'histoire. Je vais sortir un gros mot, mais l'homonormativité, quand on a atteint des droits, le droit de mariage, le droit d'adopter ou d'avoir des enfants, le droit de filiation, ça peut être tentant de protéger ces droits-là en essayant de se conformer à une certaine narrative, à une masse. Donc, il peut y avoir une tendance à effacer un peu une partie de ce que la communauté peut être, de la diversité de ce que la communauté peut représenter, pour mieux passer et donc mieux avoir des droits, mais au final, c'est d'effacer les droits des personnes qui en ont le plus besoin encore à ce jour. C'est important d'avoir une visibilité de la communauté entière, surtout actuellement avec l'espèce d'esprit de normalisation et de normativité qui se prend dans le sein de la communauté. Historiquement, on était toutes marginales. Avec les droits qu'on a gagnés, au fil des derniers 30 ans, ça a changé la donne. Et beaucoup de gens qui normalement auraient été exposés à tout ce qui est de la communauté et acceptant de tout ce qui est de la communauté, se sont trouvés avec des options qu'ils n'auraient pas eues il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, ici au Canada, on peut se compter très chanceux pour tous les droits qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé encore? Définitivement. Et c'est une des raisons pourquoi on marche encore. C'est pas pour avoir le plus gros float sponsoré par des grosses corporations. Le moment du défilé, c'est le moment de voir, en tout cas, l'entièreté de ce qui se fait. Des fois, des choses très précises pour certains groupes de personnes, des fois des groupes qui touchent beaucoup plus large. Et c'est justement parce qu'il y avait des besoins que ces groupes-là existent, parce que les gens ont décidé de se rassembler, qu'il y a une force collective. Puis je pense que c'est ça qui est important de se rappeler dans l'importance du kink à Pride, c'est parce qu'il y a un besoin collectif qui est là, qui se fait sentir et qui représente des aspects des fois tout aussi fondamentaux que le sentiment d'appartenance, le sentiment de se sentir appartenir à une famille, le sentiment aussi de se découvrir. C'est un milieu propice à démontrer qu'il y a d'autres façons des fois de s'identifier, d'autres façons de vivre les choses. Puis, tu sais, ça sert à rien de cacher puis que ça soit un sujet tabou, le fait d'être un puppy ou le fait de pratiquer un certain fétiche. Mais c'est aussi d'essayer de montrer que, on n'est pas juste caché dans une chambre à coucher ou dans un donjon. Là, on existe comme personne, on a envie d'avoir une voix, on a envie d'être reconnu. I don't think people are scared of fetishes and BDSM in general, but it does make people uncomfortable, the idea of overt sexuality. And I think this is the whole debate about where does kink belong at Pride, on the parades and stuff, and how much do the more traditional conservative gays want to be reminded of the fact that there's a sexual component in the first place. Dire que la sexualité n'a pas sa place à Pride, ça n'a pas de sens. Parce que c'est la célébration de la diversité sexuelle et de genre. Si la sexualité n'a pas sa place, je ne sais pas où elle a sa place. Ceci dit, ça ne veut pas dire d'avoir des relations sexuelles sur la rue pendant les manifs de Pride, mais il y a quelque chose de l'ordre de la célébration de la sexualité humaine dans tout ce que ça représente, dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, qui est à la base même de Pride. Cette question de la bonne image du mouvement gay et lesbien, elle est tout le temps utilisée contre les minorités sexuelles, quelles qu'elles soient. Et il y a un moment où on ne peut pas déconnecter ce discours sur le kink du discours anti-trans, de tous ces discours-là qui voudraient donner simplement une image sanitisée de ce qu'est la sexualité. Oui, puis j'ai envie de rajouter à ça que la sexualité, non seulement est politique, mais c'est aussi, la sexualité est aussi communautaire d'une certaine façon. Justement, une des choses qu'on oublie dans la question de l'orientation sexuelle, c'est justement la sexualité. Donc, les hétéros nous montrent leurs photos de couple, leurs photos d'enfants qui ont de la sexualité constamment, les pubs de Calvin Klein, les pubs de brassière qui sont affichées dans l'espace public. Donc, cette sexualité-là est partout. Et là, c'est notre sexualité qui est différente, qui là vient choquer, mais alors que nous, on est confrontés constamment aussi à ces visions-là. Fait que je continue à marcher Pride
parce que je trouve ça important que la visibilité soit là, qu'on sache que non, nos professionnels, nos psychologues, nos sexologues, nos avocats sont pas tous hétéros, sont pas tous cisgenres, puis que c'est correct qu'on continue à demander le droit d'exister dans toute la diversité et toute la richesse qu'on est. I want people to see people in the parade that are proud of themselves, no matter what their kink, that they're not ashamed to show it. So the people who are insecure or questioning or curious have someone to look up to and feel like, okay, I might be able to do this. 2019 was my first Pride walking in Montreal Pride. We had the opportunity, we all did with Lucky, to walk in the parade. And it was truly just to be there, be visible, have fun, all of the above, right? So my friend was walking by with his puppies. Some of them were his, some of them were not his, but he was the handler in the scene. We kind of moved over to him to take pictures, and a young lady ran up to us. And even before I had a chance to really take the picture, the girl asked her mother, even though it was in a foreign language, the context and the body language was very obvious. She said, "Can I go say hi?" And the mother said, "Of course." And the little girl went, and she was just so excited, and you could see just the happiness in her eyes, and she's looking at her mom, and she's looking back at the puppies, and she's kind of like almost touching. It was literally the moment of her like reaching out. He took a few pictures of them being touched and playing around with them. And I was so happy. I remember everyone around us watching the parade was oohing and eyeing, taking pictures, smiling, cheering it on. And it was just this beautiful, magical moment of absolute innocence on many different levels. If it was the puppies, if it was the little girl, if it was just everybody looking around. And there was just so much love there that I was just lucky to have captured it. Ça n'a pas pris de temps après que la photo a été récupérée par des groupes haineux ou des groupes qui l'ont utilisée, qui ont tourné sa signification dans l'autre sens pour essayer de montrer le côté inacceptable d'une situation comme celle-là. On utilisait souvent les discours de perversion de la jeunesse. Donc, encore une fois, on associait beaucoup le costume qu'on porte à des relations sexuelles. To say essentially, look what we're exposing our kids to. Instead of seeing, look what we're showing our kids that being different is okay and it's be yourself, they've been using it for we're corrupting our children, which is completely not what that moment was all about. Comme dans tous les mouvements d'acceptation, tout ce qui surprend, ça prend des fois des éléments pour en faire parler. Il n'y a pas de façon facile de confronter des valeurs. Là. Je pense que si ça n'aurait pas été nous avec cette jeune fille-là, ça aurait été d'autres puppies avec d'autres enfants probablement. And it was very hard for me, you know, as someone who put it out as a moment of love, to see it come back as a moment of hate was very emotionally difficult. On se rend compte à quel point, quand on a vu les commentaires haineux, qu'on était sexualisés, puis qu'on était instrumentés. Alors que puis l'humain fait souvent ça. Là. Le meilleur exemple, c'est les femmes qui allaitent. Le sein est un instrument sexuel. Une femme qui allait en public, ça crée des flamèches. L'habillement de comment je suis habillé ne fait pas en sorte que je m'en vais faire du sexe. Une chose pour les femmes qui portent des vêtements plus moulants ou un décolleté plus grand, elle n'invite pas à se faire toucher nécessairement. Là. Quand on parle de sexualité, pour les gens hétéros, on voit des organes partout sur les publicités, on voit des femmes sexy et tout ça en petite tenue, elle est vraiment présente partout, tandis que quand on nous dit la sexualité kinky, la plupart du temps, c'est juste une personne qui met une route de puppy. On dit que c'est sexuel, mais en même temps, c'est juste un vêtement, pareil, pour juste mettre du cuir. Et on a tendance à assigner ça comme sexuel beaucoup plus facilement que pour les représentations hétéros qu'on trouve dans la rue, qui sont un peu partout. Le fait que la sexualité soit encore très, très, très intimement liée au kink, au BDSM en général, ça vient d'une incompréhension, j'ai envie de dire, des limites de ce qu'est l'érotisme humain. Tu
Tu sais, juste manger une bonne crème glacée une journée qui fait chaud, ça peut être érotique. Il y a quelque chose de l'ordre du sensuel dans le BDSM qui va souvent être amalgamé avec le sexuel, mais ça veut pas dire. I think that all these people that were very critical of that moment don't give credit to the parents who were there educating their kids to show them that different was okay. Like, if you're different, but you bring out this negativity about someone else who is a different kind of different, it's kind of a step back, and we should be moving forward, not backwards. Moi, je pense qu'on gagne à ce que la fierté soit un endroit où les parents se sentent confortables de parler à leur enfant de combien la diversité est belle et de combien ces gens-là qui paradent dans la rue sont dans une posture de célébration ne sont pas dangereux pour eux. Et je pense qu'on va devenir une meilleure société at large. Us fighting for 50 years to get where we are, we should be encouraging the future generations and the people that come here, you know, part of the community that are growing in different, it's a tree, right? It's got branches, and each branch grows in a different direction. So you have to, you have to water the tree, and you have to, tend to the tree, and you have to make sure that those branches grow and flourish, and not cut down the branches that are not the main, this is the natural evolution of a community, And instead of putting it down, we should be applauding it, really.